Bonsoir. Des entreprises d'État ont été dissoutes. À quoi répondent ces actions de dissolution? Eh bien, on en parle tout à l'heure dans les petits débats. Dans notre petit débat. Et ce soir, nous parlerons de santé mentale en deuxième partie d'émission. Et notre invitée du talk est Marie-Alix Deputer et elle est présidente de Blue Mind Foundation. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, un jour, on est très heureux d'être dans votre compagnie. C'est notre première journée du talk, notre première soirée, on est lundi, et ça nous fait plaisir de vous avoir à nos côtés, et ça nous fait super plaisir de vous avoir à nos côtés. Vous êtes très très nombreux, et d'ailleurs, démonstration de force. Samedi. On dit non, ils disent qu'ils sont les meilleurs. Oui, nous sommes les meilleurs. Voilà, on le dit, on vous le redit, on ne le dira jamais assez, on le dira pour encore de très très nombreuses années, en déplaise à ceux que ça gratte. Absolument. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien, on démarre en beauté et en joie surtout. Oui. Avec beaucoup d'humour. C'est ça, il faut prophétiser des choses bien sur sa vie. Donc, ça. Votre week-end, il a été bien? Ça va, assez reposant on va dire. Religieux? Un peu. Très bien. Monsieur Élisée Boloubé, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien, par la grâce de Dieu. C'est ça, vous en général, vous avez des week-ends mixés. Donc c'était un mixage de quoi? Ce week-end, il a été particulièrement très spirituel, parce que je l'ai essentiellement passé dans la présence de Dieu. Le samedi avec une activité au Parc des Sports, qui était la rencontre des évangéliques, et le dimanche à l'église. Après quoi, le repos. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, très très bien. J'étais subjuguée par son week-end. Moi, j'étais dans les couches. Ouais. Les couches, les biberons, couches, biberons. Ouais. C'est passionnant aussi. Vous étiez aussi dans la présence de Dieu. Effectivement, effectivement. C'est pas les mêmes lieux. Bon, on a planté d'un petit ange. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Ça. Vous êtes bien. Après, je ne sais pas comment ça se sent quand on finit d'entendre ce que M. Boloubé nous a dit sur le plateau. Ça sent un peu païen comme sur le plateau. Non, pas du tout. Voici notre petit débat. Alors après la CICOJ, l'AGEDI donc, a été récemment dissoute par les autorités ivoiriennes. Et quels sont les objectifs visés par le gouvernement à travers donc, de telles actions? C'est ce dont nous allons parler à présent. Et c'est pour donc je disais tout à l'heure, CICOJ, qui a été remplacé par... l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Et puis l'AGEDI. L'AGEDI, qui est l'Agence de gestion du développement industriel, et puis le FODI, il faut ajouter, ce n'est pas l'AGEDI seul, le FODI, le Fonds de développement industriel, ont été dissous par le gouvernement et ont été remplacés par une autre structure. Les arguments avancés par les autorités, c'est pour des questions d'efficacité, parce qu'ils ont voulu avoir une seule entité pour mieux gérer, pour mieux diriger, pour mieux aborder la question, vu que le gouvernement a décidé de faire de l'industrialisation l'axe central, l'un des piliers de sa politique sur la vision qu'il a qualifiée de vision 2030, cette vision-là qui doit permettre 10 ans plus tard à la Côte d'Ivoire d'atteindre certains niveaux. Donc ils se sont dit pour pouvoir atteindre cet objectif, il était important de fusionner ces entités-là, et de les dissoudre et puis d'en créer une seule qui, elle, vraiment va porter les objectifs et tout ça. Donc, en somme, on peut dire que si on veut suivre le gouvernement, c'est vraiment pour des questions d'efficacité. Voilà, c'est ce qui est donné comme raison. Il y a un signe que j'aime bien qui me fait penser qu'au-delà de ces arguments, on peut penser qu'il y a autre chose. Un arbre qui cache la forêt? On pourrait le penser, parce qu'il y a quand même une série d'audits qui ont été menés dans ces différentes entreprises publiques et dans ces établissements publics nationaux qui ont valu donc certains commentaires et certains départs également, il faut le noter. Donc restructuration pour une recherche de plus d'efficacité ou d'optimisation pour atteindre les différents objectifs du gouvernement, dont certainement le plan national de développement, le PND par exemple. Cela peut s'expliquer, mais n'oublions pas quand même que tout ça est parti à la base d'une série d'audits qui ont été menés, qui visaient ces entreprises publiques et qui ont révélé d'importantes irrégularités au niveau de la gestion, entre guillemets. Le terme est diplomatiquement choisi, quelques irrégularités.
Réna. Alors, c'est vrai que ça a fait son sens quand on regarde un peu les circonstances et puis comment est-ce que les dates se suivent en tout cas, comment les circonstances s'accompagnent les unes avec les autres. Mais quand on y réfléchit, est-ce que la dissolution, est-ce que c'est vraiment la solution à ces problèmes de malversation? Est-ce que ça a été la solution directe à ces problèmes de malversation? Parce qu'on a vu justement aux sorties de ces audits, certains justement on a vu des limogeages se faire. Donc ce n'était pas des cas de dissolution, donc il ne suffit pas de dissoudre toute une entreprise pour régler des problèmes de malversation. Donc moi, je trouve du sens en tout cas à l'explication selon laquelle ce serait pour améliorer la gestion. Parce qu'on sait quand même que quand on part de deux entreprises et qu'on fusionne pour devenir une seule entreprise, on part d'un seul management, une seule vision, des objectifs beaucoup plus clairement définis, mais également moins de ressources humaines, donc plus, j'ai envie de dire, de marge, en tout cas financière, moins de dépenses, etc. pour toutes les actions qui sont menées. Donc ça fait tout à fait du sens. Après, le problème qui fait qu'on a encore ces formes de spéculation, que ce soit de la part de la population et tout ça, c'est parce que les informations, on ne les a pas entièrement. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait ce qui a été décidé, mais on ne sait pas pourquoi. Pour preuve, suite au limogeage, on n'a toujours pas eu vraiment de détails sur ce qui a vraiment valu ces différents limogeages. Donc c'est vraiment resté dans le flou comme ça, dans l'esprit de tous. Et là encore, on n'a pas de résultats vraiment clairs provenant de ces audits, ce qui nous laisse penser que si ces entreprises ont été auditées et qu'aujourd'hui on a une forme de dissolution, ben, c'est dû aux il y a quand même pour certaines entreprises publiques, des établissements publics, pardon, comme la SICOGI, l'ancienne SICOGI, où on a quand même eu des arrestations. Donc 6 cadres qui ont été écroués à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan en novembre 2021 pour détournement de fonds. Donc là, je pense qu'il y a quand même eu un résultat de ces audits et il y a quand même eu des sanctions de ces agents de services publics qui étaient censés être irréprochables. Mais on espère que ça sera... Il n'y a pas forcément de lien. Non, il n'y a pas forcément de lien, mais c'est quand même un établissement public et il y a quand même une mauvaise gestion. Et c'est une mauvaise gestion qui a été sanctionnée et qui a valu quand même un passage en prison. Donc, restructuration, changement d'entité, changement de nom, oui, pourquoi pas. C'est important pour repartir sur de bonnes bases. Mais je pense que le nœud gordien, le plus important, c'est surtout la gestion. Qu'il y ait des sortes d'évaluations ou voir un peu comment évolue la gestion au quotidien de ces entreprises publiques qui sont alimentées par les fonds, de l'État et surtout pouvoir mettre au devant de leurs responsabilités les dirigeants de ces établissements. Carrément. Moi, je note une chose importante et puis je pense que c'est ce qui m'anime, mais moi je trouve toujours que rien n'est fixé dans du marbre. C'est-à-dire il faut que tout le monde puisse le reconnaître, rien n'est fixé dans du marbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer dans le fonctionnement des choses qu'après avoir évolué, on se rend compte que les choses n'ont pas marché comme il se doit. Je pense que c'est à l'honneur, c'est à l'honneur de cette personne-là de comprendre qu'en cet instant, les choses n'ont pas marché, donc on peut changer. Donc j'estime que si le gouvernement aujourd'hui s'assoit et dit que non, on va dissoudre ces entreprises pour des questions d'efficacité, je crois que c'est parce que le gouvernement lui-même fait son mea culpa sur le fait que, pas forcément qu'il soit coupable, mais qu'il soit responsable, parce que toutes ces entités-là dépendent en réalité du gouvernement. Donc on peut se dire quelque part que c'est peut-être on n'a pas été très regardant sur la gestion, au point où ça n'a pas atteint les objectifs qu'on avait assignés. On n'a aucune honte, vraiment on n'a aucune honte de reconnaître ça et puis de dire, ben ok, on va essayer de rectifier les choses en cette fois-ci, décidant de dissoudre ce qui a été déjà mis en place, qui n'a pas fonctionné, remonter une autre structure qui, elle, cette fois-ci, aura des missions bien spécifiques et on s'entoure d'un certain nombre de garanties pour surveiller sa gestion, pour surveiller son fonctionnement. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Maintenant, comme le disait, que ce soit Rayana et Edith, l'une des choses les plus importantes au-delà du changement de dénomination, ou bien au-delà même de la dissolution et de la création d'une autre entité, c'est de veiller à ce que l'objectif qu'on les a signé, c'est-à-dire l'efficience et l'efficacité de la gestion soit atteinte. Ça, c'est important. Qui nous regarde sur nos pages des réseaux sociaux, nous dit on espère qu'on ne va pas faire du neuf avec du vieux. Et puis après, on c'est pareil, c'est pour ça qu'on parle de meilleure gestion de ces entités publiques pour éviter de se retrouver encore à refondre
ou à changer le nom ou à faire des fusions. Je pense que sur cette base-là, non, son inquiétude est légitime. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des moments quand même où on a vu C'est juste un jeu de choses musicales. que des choses ont changé. Mais en même temps aussi, il ne faut pas tout de suite qu'on jette l'anathème parce qu'il y a quand même quelques exemples qui peuvent susciter un certain nombre d'espoirs. Je prends l'exemple, par exemple, de l'agence emploi jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces résultats ne sont pas exubérants comme on pourrait peut-être l'espérer, mais on sait que cette structure-là a fait quelque chose. L'agence emploi jeune, c'est la fusion de deux entités majeures qui étaient là en son temps. Mais quand en 2015, suite à un décret, a été créé et a fusionné ces deux. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup plus d'efficacité. En tout cas, sur les leviers, l'agence emploi jeune joue beaucoup plus et a beaucoup plus d'appui et accompagne effectivement la mission qu'on lui a confiée. Donc, je me dis que, se basant sur cette expérience-là, il y a de quoi garder de l'espoir. Mais en même temps aussi, nous, en tant que citoyens, il faut qu'on soit regardant dessus. Moi, j'ai une inquiétude et je pense que peut-être c'est l'une des choses à laquelle le gouvernement doit pouvoir aussi peut-être apporter une solution. Que devient tous ces employés qui étaient dans ces structures? Est-ce que le fait qu'on dise que ces structures sont dissoutes, on les met à la disposition, je dirais, de la fonction publique naturelle, c'est-à-dire du chômage, ou bien ils sont reversés systématiquement dans la nouvelle structure qui a été créée? C'est ce qu'il faudrait. Il y a nécessité quand même qu'on puisse avoir une certaine clarté parce que je pense qu'aujourd'hui, la volonté du gouvernement, ce n'est pas de mettre des gens à la rue. Bien au contraire, le gouvernement s'active bien pour qu'on puisse créer plus d'emplois, pour qu'on puisse résorber le chômage. Donc, ça serait c'est légitime. Hein, ce que tu dis est légitime, oui. Parce que on parle de continuité du service public. C'est vrai que si la tête a des problèmes, mais il ne faudrait pas sanctionner. On a vu également qu'il y a on est d'accord avec des structures où il y a un nombre pléthorique d'agents. Oui, bien sûr, on est d'accord. La compétence doit être valorisée, doit être maintenue. Il ne s'agit pas juste de sanctionner pour sanctionner, mais voir l'efficacité des agents qui sont en place et voir s'ils n'ont pas trompé également. Il faut que ça fasse également l'objet d'un audit, parce que comme il disait, il ne faut pas faire du neuf avec du vieux. Et ce que j'appelle vieux, ça va être les vieilles compétences par exemple. Il faut soit faire une mise à jour, on veut aller vers une nouvelle structure qui aurait une nouvelle vision, qui est une vision mise à jour, en tout cas au goût de la réalité qu'on observe aujourd'hui. Donc il faut que ces personnes qui viennent, même si ce sont les mêmes personnes qui étaient dans les autres entreprises, puissent soit être formés, avec de soit bonnes pratiques, faire l'objet d'audits de compétences, qu'on soit sûr qu'on part avec les bonnes personnes, non pas seulement parce qu'on veut, entre guillemets, recycler les ressources humaines. Donc c'est très important. Et je pense que tout ça accompagne un peu l'action du gouvernement, du ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, parce qu'on avait reçu le ministre Zorobi Balo également sur ce plateau. On a même reçu également un représentant de la haute autorité de la bonne gouvernance avec l'opération coup de poing. Et je pense qu'il a porté ses fruits. On a même eu en février 2022 70 agents fonctionnaires de l'État qui ont comparu devant les tribunaux parce qu'ils avaient été coupables de mauvaises pratiques et de corruption. Donc je pense que toutes ces actions, ces restructurations, ces audits font partie de l'action du gouvernement de pouvoir présenter une bonne feuille de route et une bonne gouvernance. Alors, Séverin Kofi Soma, qui nous suit sur nos pages de réseaux sociaux, nous dit, permettez-moi de vous lire ce commentaire parce que ça va être intéressant vers la fin. Il dit vos commentaires sur la dissolution de la CICOJ, manque de courage. Moi, j'aimerais bien qu'à la suite de ce commentaire, qu'ils nous disent par exemple son commentaire. Exactement. Qu'on partagerait parce que nous, effectivement. Qu'il détaille un peu plus son commentaire. Un peu plus son commentaire. C'est vrai que ça manque de courage. Donc, il y a peut-être quelque chose que nous, on ne dit pas, peut-être parce qu'on n'a pas l'information. Donc, on serait bien preneur d'une information. Monsieur Kofi, Séverin Soma, donc si vous avez cette information, partagez-la avec nous. On serait ravis de partager cette information. En tout cas, dans sa pertinence. Détailler l'information. Avec nos téléspectateurs. Bon, alors, parce que ce qu'on sait, c'est ce qu'on dit sur ce plateau. On ne va pas dire les choses qu'on ne sait pas. On ne va pas inventer. Madame Bleu a dit qu'à la CICOJ, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Pour l'instant, on a parlé de les raisons officielles sont de la restructuration. On n'a pas parlé forcément de malversations qui ont entraîné la dissolution. Donc on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas. Je voudrais que ce soit un peu clair. Et c'est le point justement que je soulevais à propos de cette forme de transparence. Parce qu'avec une transparence, en tout cas sur les résultats des audits, une transparence, j'ai envie de dire, qui est communiquée à tous, nous permet de mieux analyser les différentes actions, en tout cas, qu'on nous communique beaucoup mieux que ces résultats. On a annoncé qu'au niveau de la CICOJ, 6 cadres, dont notamment le directeur général adjoint, le directeur administratif et financier, donc le DAF, le directeur du foncier, le chef des services techniques et des travaux, le chef des services financiers et le caissier, ont été écroués à la MACA
pour détournement de fonds. Je pense que c'est assez clair. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui ont été écrouées à la MACA et qui ont travaillé à la CICOJ, ben, peut-être qu'on n'a pas cette information, mais merci de nous préciser. Je pense, à la suite de ce commentaire, je crois que ça donne l'opportunité de clarifier un certain nombre de choses. Il faut que les gens comprennent que ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent qu'on dise, n'est pas forcément nos pensées et ce n'est pas forcément ce qu'on va dire. Parce qu'en réalité, avoir du courage, c'est pas aussi de diffamer. C'est pas aussi de diffamer. C'est pas parce que j'ai des appréhensions que je vais me lever. Moi, je suis à la télé. Mes propos sont très responsables. Ce que je suis en train de dire là m'engage en réalité. Exactement. Demain, si je suis convoqué et que je n'ai pas les preuves de quelque chose que j'ai dit, est-ce que lui pourra avoir le courage de venir dire non, que c'est lui qui m'a mis les preuves à disposition? Non. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là juste pour être des porte-parole de ce qu'on ne sait pas. Nous, on est juste en train de donner une opinion. Ça peut être contesté. Et nous, on l'admet, on est d'accord avec. Que ce soit contesté, que le débat s'ouvre. Nous, on ne fait que juste donner des pistes, en fait. Voilà, maintenant, le débat peut se poursuivre. Nous, on reste disponible. Moi, je le dis toujours. Je n'ai jamais fui de débat. Je reste disponible. Et puis, je dis, et je pense que c'est le cas de nous tous ici, nul n'a la science infuse. On essaie d'avancer des argumentaires et c'est aux uns et aux autres d'apprécier. Et on se base sur les informations qu'on a et de se confirmer. Voilà, ça va, c'est compris. Oui, pour revenir, pour revenir au débat. Non, mais je voudrais revenir au débat. J'attends toujours les je voudrais revenir au débat. Moi, je voudrais revenir au débat. Je voudrais revenir. Non, je voulais revenir la première. Ok, d'accord. Non, allez-y. Donc, avant qu'on réponde justement à l'internaute, moi, j'allais dire tout simplement que quelles que soient les explications qui nous sont données, que ce soit faute de malversation ou que ce soit dû justement à une volonté de meilleure gouvernance, il faut qu'on ait des actions qui s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un début avec ces audits qui sont faits, c'est une action à saluer, parce que ça marque un début de responsabilité, j'ai envie de dire, mais il faut que ce soit une responsabilité qui se veut continue dans le temps. Sinon, on va penser une plaie et puis on va en ouvrir une autre, et puis on reviendra encore limoger des personnes, sanctionner des entreprises, dissoudre des entreprises, alors que derrière, il y a un travail qui doit être fait en continu, un travail de contrôle, de suivi. Il disait, comment s'appelle la structure, le nom m'échappe, qui Sodetour, je pense, qui gérait un certain nombre de... Au niveau du tourisme, oui, des palaces. Sur les Tourlacs, c'était à Yamoussoukro. Maintenant, il y avait SBTC ici, SPDC, pardon, ici, Société des Palaces de Cocody. Ils ont tout regroupé ça dans une autre structure. Exactement, tout a été dissous aussi également et on les a regroupés dans une autre structure aussi. Très bien. Voilà, donc je voulais réagir juste à la suite de Rana. Voilà, je voudrais dire que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes tous ici, sur ce plateau, en même temps aussi que les Ivoiriens. À un moment donné, nous-mêmes, on estimait qu'on voulait une clarté dans la gestion des structures de l'État, parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de clarté. Et souvent même, il est arrivé de se poser des questions sur les missions de certaines structures, parce qu'on avait l'impression que les missions se croisaient. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement essaie, tant bien que mal, d'entendre vraiment ces interpellations-là, en lui-même essayant d'aller au fond, vérifier un certain nombre de choses, décider que les structures peut-être peuvent être pléthoriques, on peut estimer que vraiment les missions se chevauchent, donc pourquoi ne pas dissoudre et en faire un nœud, ou bien peut-être on peut constater que la gestion n'est pas faite comme il se doit, n'est pas efficace, n'est pas efficiente, donc par conséquent, il faut qu'on dissoude et qu'on monte des structures où on aura une meilleure visibilité, où on aura un rendement beaucoup plus efficace. Donc c'est des choses quand même, moi je pense à un certain moment qu'il faut pouvoir reconnaître. Le dire ne veut pas dire qu'on est en train d'encourager des gens à faire... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il est important à un moment donné qu'on puisse reconnaître ça. Deuxième élément sur lequel je voudrais rebondir, moi je ne serais pas surpris, je le dis, que les semaines à venir et que les mois à venir, on assiste encore à d'autres dissolutions. Parce que j'ai l'impression, ou du moins, je me refais et je prends comme appui les propos du Premier ministre le 8 novembre, lorsqu'il tenait sa conférence de presse, qui avait été très ferme sur la question et qui avait dit qu'ils avaient décidé d'auditer les sociétés de l'État et qu'ils ont décidé d'aller en guerre vraiment contre tout ce qui est corruption. Et ça, il a dit dans sa conclusion que ce n'est pas du simple mot. Je vous donne rendez-vous dans les semaines et les mois à venir et vous verrez les choses s'accomplir. Donc je pense que certainement, le gouvernement est vraiment dans cette dynamique-là. Le Premier ministre, le chef de l'État, le Premier ministre sont dans cette dynamique. Il faut les encourager, vraiment pour qu'on aille à une gestion plus efficiente de nos structures, voilà, plus saine, plus efficace et plus efficiente, vraiment. Et qui servent réellement les populations ivoiriennes. Alors justement, un commentaire de Abedier, qui s'appelle comme ça sur la page des réseaux sociaux, qui nous dit quel commentaire sur la supposée responsabilité des ministres de tutelle. Pour dire, Rihanna parlait tout à l'heure de suivi dans le temps, mais quelqu'un disait également de suivi dans la chaîne. Pour dire, bon, c'est vrai, on va suspendre, on va arrêter des directeurs généraux, mais
lui, peut-être souhaite que ça aille plus loin jusqu'au ministre de tutelle. Et justement, c'est là où il faut savoir lire entre les lignes, parce que quand justement le gouvernement se met à mettre en place des audits de cette sorte, c'est déjà pour déceler les failles. Mais ne vous inquiétez pas qu'en interne, je suppose et je l'espère, qu'il y a bien des réunions, entre guillemets, pour parler de façon terre à terre, où on se dit les choses, où on se dit qu'il faut mieux gérer. Et quand on se dit que si on commence là, ça peut monter. Quand on entame une série d'audits comme celles qui ont été entamées en 2021, et qu'on prend des décisions telles que des sanctions vis-à-vis de certains responsables, mais également des décisions comme les dissolutions, même si elles ne sont pas forcément dues à ces malversations, c'est que derrière, on a un réel chronogramme et on a un réel objectif à atteindre et qu'on y mettra tous les moyens. Et je pense que nos gouvernants sont assez, en tout cas, malins pour détecter toutes les chaînes de responsabilité. Ça peut être dissuasif aussi, ça peut être dissuasif pour ceux qui seraient tentés de... Voilà, éventuellement. Ça donne un avant-goût, hein, je pense, hein, peut-être pour le prochain remaniement ministériel, parce que le 23 février donc, 2022, en tout cas, je lisais dans un article de Fraternité Matin que le chef de l'État avait annoncé donc cette dissolution des entreprises publiques budgétivores. On a parlé ici de la lutte contre la cherté de la vie, d'actions à mener pour pouvoir lutter contre certains postes ça peut faire partie des raisons qui expliquent donc qu'il ça peut être un certain début en fait d'action du gouvernement pour une recherche de plus d'efficacité et surtout de rendre assez légères ces structures publiques en les fusionnant pour la plupart. Tu as parlé de Sodertu, la SOGEPIE, SDPC et la Sodertu, LAC ont disparu donc au profit de la SONAPIE. Donc je pense que c'est un début et peut-être que ça augure d'un gouvernement, pourquoi pas, beaucoup plus allégé. Proposition, avant de revenir à vous, Élisée, tout à l'heure, je vous promets. Alexandre Vincent Guéhi nous dit, pour mettre fin à ce désordre qui règne dans les entreprises publiques, il propose de faire appel à candidature et imposer des obligations de résultats à ceux qui seront retenus. Mais il y a eu des appels à candidature après les audits et le départ des directeurs généraux de ces structures. Qu'on avait d'ailleurs salué. Exactement, il y a des appels à candidature. Donc on ne sait pas pour l'instant, mais je crois que au niveau de certaines structures, on a eu des noms, mais sinon les appels ont été lancés dans les on termine avec ce tour de table. Pour certains internautes et puis pour certains Ivoiriens, est-ce que ces dissolutions, pour parler comme M. David Ndje, pour moi la dissolution n'est pas la solution. Alors, n'est pas la solution. Alors, est-ce qu'on peut avoir une solution qui va satisfaire tout le monde? Non. Si on veut aller dans le meilleur des choix, on va utiliser une dissolution pour aller vers une meilleure gouvernance. C'est-à-dire, comme ils l'ont expliqué, pour avoir des types de gestion qui sont moins budgétivores. Parce que lui, derrière, Élisée avait raison, derrière, il faudrait qu'il y ait une politique d'accompagnement de toutes les personnes, par exemple, qui sont essentielles. Parce que justement, lui, sa préoccupation, c'était beaucoup d'employés seront ou pourraient être laissés sur la touche. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur un format étatique, donc à savoir, est-ce que ces salariés sont des fonctionnaires ou est-ce que ce sont des personnes qui ont été recrutées comme ça, des contractuels, mais en tout cas, il faudrait penser à une politique, en tout cas de réinsertion en termes professionnels. Et puis j'ai une autre proposition, Rulio Dermi, lui nous dit qu'il faut accélérer l'entrée en bourse des entreprises publiques. Tout le monde pourra ainsi mieux analyser donc, les bilans de nos entreprises publiques. Ça va obliger à beaucoup plus de performance, parce que c'est ce qui manque aussi au service public, c'est la performance, la recherche de performance. Et c'est ce qui est appliqué dans le secteur privé. On demande de suivre un tableau de bord avec des objectifs prédéfinis. Si vous ne les atteignez pas, en tant que PCA ou en tant que directeur général d'une entreprise privée, une multinationale, on vous éjecte tout simplement. Donc ça peut être une solution. Je pense que sur cet aspect-là, il y a environ 2 ans et demi que le gouvernement avait pris une telle décision. Et aujourd'hui, dans l'administration centrale, en tout cas, les objectifs sont fixés. Même pour les budgets et autres, tout ça, c'est sur la base d'un certain nombre d'objectifs que vous êtes budgétisé et autres, tout ça. Donc c'est un effort. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain subitement. Parce que quand on a fait 50, 60 ans d'habitude, on ne le transforme pas en 2 ans, en 3 ans. Sinon, c'est des réformes qui ont été engagées. Maintenant, sur la question la question que l'internaute avait posée, moi, j'ai trouvé que la question a du sens. La question a du sens sur la nécessité vraiment de regarder vraiment de fond la responsabilité au plus haut niveau. C'est important. Et ça, je crois qu'en entame de l'année 2022, je crois lors du premier conseil des ministres ou le second conseil des ministres, le chef de l'État avait même évoqué cette question où il avait dit qu'il est important que les chaînes de responsabilité soient situées.
et que les ministres soient beaucoup regardants sur ce qui a été fait. Il y a eu cette interpellation, on se rappelle très bien dans ces discours de cadrage, et je crois que ça a vraiment du sens. Aujourd'hui, c'est peut-être facile de dire que non, bon, ce directeur central-là, ou bien... Soit le seul à assumer. Voilà, ça veut dire quelque part qu'il y a eu un manque de contrôle, il y a eu quand même un certain manque de vigilance. Donc je crois que c'est une interpellation aussi qui est faite à l'endroit des premiers responsables, en tout cas des départements ministériels et autres, pour être beaucoup plus regardants sur la gestion des structures qui sont sur leur tutelle, parce que c'est aussi important. Ils devraient être sanctionnés peut-être pour la plupart. Merci Madame Bleu, merci beaucoup. De rien. Notre revue entendue, c'est juste après ceci. Petit sourire gêné, je l'avoue, parce que la prochaine information concernant notre revue entendue du jour nous vient de la presse écrite et précisément de la une du journal Le Patriote. Un civisme routier, en un mois, tenez-vous bien, 4500 véhicules flashés par la police. Je disais tout à l'heure, petit sourire gêné, parce que j'avoue que je fais partie des 4500. Mais tu es honnête et c'est à saluer. Bah c'est Oui. bien, Tu tu es le honnête reconnais. et- Voilà. Oui, C'est parce vrai que- C'est à saluer. les personnes fassent Après, on va se pareil. poser la question, pourquoi ces véhicules ont été flashés, dans quelles conditions? Est-ce que c'était une méconnaissance d'un certain nombre de... Tu as vu le panneau, mais tu n'as pas vu le panneau qui indiquait la limitation de vitesse. Oui, Mais moi, je pense que c'était quelque chose quand même qui était plus ou moins prévisible. Hein. Je sens vouloir vraiment être rabat-joie. Je pense même que 4500 véhicules flashés même... C'est rien, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est un peu peu. C'est une Parce goutte que non, c'est quand même un peu peu plus parce que vous faut le répétez, dire. je suis le seul sur ce plateau à être flashé? Avoir été flashé? pour Ah être- oui, pour être moi, Moi, je suis honnête, très curieuse de voir comment ça se passe. T'es Je le n'ai seul, jamais reçu de franchement. message. Non, pour être Pourtant, je suis pas honnête, des moi, plus j'ai reçu exemplaires, un hein. SMS. J'ai reçu un SMS qui m'indiquait que j'avais une amende à payer. Vous êtes flashé? Donc, je suppose que Vous faites partie des je suppose que j'ai été flashé. Tu as Non, été non, flashé. supposez pas. Voilà, je suppose que j'ai été flashé. Donc, Mais tu as donc- payé. Pas encore. non, si. Il faut le régler, il y a un mécanisme, ils ont mis, donc il faut le régler. Oui, Donc, après on va c'est- discuter. Il faut qu'on en discute quand même un tout petit peu. Voilà. Parce que, Donc, je- on reçoit un SMS. Bon, j'en parle après. Comme je le disais, je trouve voilà, le chiffre est quand même un peu... c'est vrai, pour certains, ça va être Mais plutôt riche, 4600 en pour d'autres, un mois quand même. c'est pas négligeable. Parce que c'est ce que j'ai expliqué un peu tantôt, hein, quand on était en train de discuter. Vous voyez, on a eu tellement des habitudes. C'est ça. On a eu des habitudes qui se sont ancrées sur des dizaines d'années. Oui. Et aujourd'hui, on nous Enracinées, emmène la hein. vidéo-verbalisation. Oui. Imaginez des gens qui ont l'habitude de faire du rodéo sur le boulevard Lagunaire. On leur dit, bon, aujourd'hui, il ne faut plus qu'ils partent aux 70. Mais pour qu'ils intègrent ça, ça ne sera pas systématique en fait. C'est quand on aura ces nombreux SMS-là et qu'on verra que notre cagnotte est en train de s'aménuiser, certainement ça va nous sensibiliser Bien sûr. à réduire un peu cette manière de fonctionner. Donc, c'est un peu je dirais, la conséquence des habitudes qu'on a traînées depuis longtemps qui sont en train de nous rattraper aujourd'hui. Mais je crois que ça doit aussi pouvoir nous interpeller pour que nous comprenions qu'arrivé un moment, il faut changer sa manière de C'est fonctionner, clair. il faut changer sa manière de faire. Ça y va de notre sécurité et de la sécurité d'autres. Des autres. Alors, je vais Oui. m'aligner avec ce que dit Élisée, parce que je pense aussi que c'est une question d'habitude, effectivement. Ça montre également le besoin qu'il y avait d'avoir ce principe de vidéo-verbalisation qui vient aider les agents routiers à faire ce type de sécurité. Mais derrière, il ne faut pas oublier que le démarrage, en tout cas, de ce principe de vidéo-verbalisation a été un peu lent. C'est-à-dire qu'on avait vu quelques dysfonctionnements et tout ça. Donc, est-ce qu'on Il y avait une la phase question, pilote aussi, la hein. question Oui, peut oui, se oui, poser c'est de savoir est-ce que peut-être qu'à partir de ces derniers mois, ça a été beaucoup plus opérationnel, ça a été beaucoup plus efficace, on arrive à avoir plus de personnes, on arrive à mieux flasher, etc. Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de dysfonctionnements au début. C'est ça. Ouais, moi, je pense que la campagne doit se poursuivre. Parce que je crois qu'au-delà, il y a de la sensibilisation, il y a aussi le fait qu'on puisse être dissuasif. Quand on place un panneau, c'est pour dire aux gens attention. Ou bien quand on dit qu'il y a un radar ici, à la limite, on vous prévient qu'il faut... Il y a un petit côté dissuasif. Mais bon, tout le monde ne sait pas où sont placées les caméras. Moi, j'ai appris à mes dépens où était placée une. Je pense que l'objectif est de ne pas savoir et puis se Non, mais faire l'objectif, c'est attraper. que les gens sachent voir un tout petit peu. Et puis, bon, c'est vrai, vous avez dit, Élisée, on a traîné 30 ans de conduite en disant, il n'y a pas de policier, allez, on y va. ça peut régler À partir une fois d'aujourd'hui, il n'y a qu'on pas aura de été policier, mais sanctionné tu à peux être plusieurs sanctionné. reprises, Mais après, à propos de dysfonctionnement, c'est un peu comme la carte d'identité. À un moment donné, on a reçu des SMS. Déjà, moi, j'ai pris 2-3 jours pour pouvoir... ouvrir, Régler voilà, pour pouvoir, parce qu'il y avait un lien qui ne s'ouvrait pas. Ah, ok. On me dit que j'ai été flashé. Tant mieux. Enfin,
Et vous êtes prêt à payer l'amende. Oui, mais Voilà. sauf que j'ai eu du mal, j'ai eu C'est 3-4 ça, jours c'est vrai. pour pouvoir... Donc, alors que lorsque vous passez un certain délai, je crois que c'est une semaine, votre amende est multipliée par 2. Donc 3-4 jours, le temps d'appeler qui je peux, j'ai reçu un SMS après, l'un dans l'autre, ça a mis un peu de temps quand même. Donc je pense que s'il y a un processus, mais je crois qu'on ne va doit pas être trop fluidifier dur. l'ouverture du site web et tout C'est ça, une oui. nouvelle... Voilà. Ça C'est une s'installe, innovation, ça c'est une s'installe, voilà. technologie voilà, qu'on est en train d'expérimenter, qu'on est en train d'installer. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps pour se roder. Mais je crois qu'avec déjà le chiffre de 4500, j'ai l'impression que ça se rôde assez vite. Hein. Non, mais de toutes les Ça fait un façons, bon début pour le ministère des c'est vrai Transports. que quand on lit 4500 véhicules comme ça paraît énorme. Mais quand on voit l'affluence, en C'est tout cas, ça, c'est des pourquoi j'ai dit que c'était conducteurs petit même. dans le seul Abidjan, et quand on voit, en tout cas en un déplacement, en un trajet, le nombre de véhicules qui peuvent se diriger vers une seule destination, quand on fait le calcul, on se dit, bon, ça paraît être un chiffre assez réaliste de ce qui pourrait se passer sur la route. Et c'est pour ça que je soulève la question de savoir, est-ce qu'avant, ça fonctionnait vraiment, si on n'avait pas ces chiffres? En tout cas, le ministère des Transports au travail, on Oui, le bien constate, on voit un peu toutes les infractions qui ont été citées, les véhicules interceptés et les amendes. On n'a pas encore le chiffre des amendes payées, le montant. Tout le mais monde je n'a pas pense encore que payé. tout le monde n'a pas encore payé. Il faut que le site web s'ouvre pour pouvoir faire le paiement. Mais c'est déjà un bon début. Moi, j'ai une petite question. J'ai pas Juste une encore petite, vu parce que là, on va à la pub. les tests d'alcoolémie. Bon, j'ai pas envie de me faire tester, même si je ne bois pas pour l'instant. Oui, mais tu sais, c'est la même mais curiosité. Hein. ouais, J'ai je sais, vraiment je envie suis de me faire curieuse de flasher, voir voir comment ça fonctionne, Ouais. m'amuser à payer et tout. Ouais. Très bien. En tout cas, là, ça c'est Et puis ça dépend des endroits où ça Il faut se que fait. ça reste au niveau d'une envie. Hein. Je Voilà, c'est préfère ça. vous encourager à ce que C'est ça reste ça, au niveau voilà. d'une envie. Non, c'est Mais pas. vous faites pas Juste flasher. pour voir si ça Non, c'est- vous faites pas si c'est flasher. aux abords des boîtes de nuit ou c'est aux abords Ah, des ok. restaurants ou je sais pas. Bon, une chose est sûre, Nous, voilà. Donc les Non, civistes vous sur la route, sensibilisez. voilà, c'est Laissez combattu. plus moi avoir Voilà. été flashé, vous Ouais, ne le voyez ouais, pas Voilà, de toute flasher. façon, nous, on a été flashés juste pour savoir comment ça marchait. Ça marche. Vous nous servez de cobaye, on va dire. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc faites attention. Et puis surtout, je crois que Faut être prudent sur les routes, prudent, c'est oui. de réduire un tout petit peu La l'incivisme sur les vitesse, routes, de oui. réduire Oui, les franchement. accidents. Et de parce que gagner en c'est vrai que responsabilité. La Côte d'Ivoire a connu malheureusement ces derniers temps Oui. beaucoup d'accidents en circulation. Et puis éviter de rouler sur les trottoirs. C'est très important. Avec les sourcils froncés, hein, qu'elle Non, le oui, dit, non, mais c'est abusé quand même. Très bien. On va marquer une pause, histoire que j'aille voir du côté de... Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et sans plus tarder, nous allons accueillir ensemble notre invité. En fait, deux choses me font sourire. C'est un internaute qu'on a eu juste pendant la pub là, qui disait, à propos des 4500, il se pose une question, est-ce que Gesco est là? C'est une bonne question. Voilà, ça, Franchement, franchement, c'est il faut intéressant au grand Abidjan. Ouais, non, Gesco, quand mais même. Gesco. Il se passe des choses à Gesco. Il faut qu'on mette beaucoup de caméras à Gesco. On va doubler ce chiffre-là. Bon, notre invitée ce soir est Maria-Lix Deputer. Elle est elle est présidente donc, de Blue Mind Foundation. Voilà. C'est une organisation dont la mission est d'aider à la prise en charge et de la santé mentale des personnes. Maria-Lix, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi mener de telles actions? J'ai envie de dire, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière, la jolie histoire, j'imagine, qu'il y a derrière ces actions? Jolie, je ne sais pas si je la qualifierais ainsi. En tout cas, l'idée de m'engager et de m'investir dans les sujets qui portent en fait sur la santé mentale est née dans mon cœur il y a 10 ans, au moment de l'assassinat de mon mari au Cameroun. Donc, Elle n'est pas jolie, je vous confirme. non. Donc mon mari a été assassiné au Cameroun il y a 10 ans alors que j'étais enceinte de 4 mois. Et ça a été le début, je dirais, de ma rencontre avec la psychiatrie. Et aujourd'hui, donc, quand je parle des questions de santé mentale, j'en parle parce que j'en ai une connaissance vraiment intime. Et l'idée, c'était de dire, si la psychiatrie est entrée dans ma vie par effraction, comment faire pour que le plus grand nombre de personnes, notamment en Afrique, donc l'Afrique qui reste au centre de tout ce que je fais, puissent bénéficier du soin et puissent bénéficier surtout, je dirais, de la possibilité de parler de ces sujets liés à la santé mentale sans avoir
honte. C'est vrai qu'au-delà du drame, au-delà du drame qu'on regrette encore, et toutes nos, voilà, toute notre compassion. Et derrière ce drame, je parlais peut-être d'une jolie histoire, c'est parce que je lis que vous rencontrez la psychiatrie et au-delà de ça, vous décidez donc de partager un certain nombre de choses. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire comme action. Et justement, cette histoire m'amène à demander, parce que c'est vrai qu'on reste cantonné parfois dans des clichés quand on parle de santé mentale, on reste de psychiatrie, et on reste cantonné dans des clichés. Quels sont, par exemple, les types de santé mentale qu'on va retrouver et ceux qui sont les plus fréquents ici en Afrique? Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la santé mentale, c'est la santé. Donc ça, c'est déjà le message, c'est notre message, le message qu'on veut faire passer avec la Blue Mind Foundation, c'est que la santé mentale, c'est la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et vous le relevez vraiment très justement, on associe le mot santé mentale à, je vais dire, les personnes qu'on voit parfois dans la rue, qui ont des troubles évidents de santé mentale sans qu'on ne sache exactement de quoi ces personnes souffrent. Donc aujourd'hui, on va dire, il y a plusieurs troubles en fait liés à la santé mentale. Le trouble le plus important qu'on trouve notamment en Afrique, c'est la dépression. Alors l'OMS nous dit aujourd'hui qu'on a 110 millions de personnes en Afrique qui souffrent de troubles liés à la santé mentale. Et 60% d'entre elles sont des femmes, notamment des jeunes femmes de moins de 25 ans qui souffrent de dépression. Marie-Alix, permettez-moi de revenir à vous, malheureusement de revenir à votre expérience. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ma rencontre avec la psychiatrie, c'est dit avec des mots tout choisis, mais à quel moment se rend-on compte qu'on a besoin de rentrer en contact avec la psychiatrie? Est-ce que c'est les gens qui décident pour vous ou c'est vous-même, à un moment donné, qui sentez que votre santé mentale est en train de prendre un coup? Vous dites, il faut que je rencontre un spécialiste, il faut que je rencontre quelqu'un. En ce qui me concerne, ça a été une aide qui m'a été proposée. Et une aide, c'était déjà une écoute. Parce que quand ça s'est produit, j'ai fait pratiquement 4 jours sans dormir, alors que j'étais enceinte. Donc j'étais dans un niveau de choc tel que mon cerveau avait même du mal à enregistrer l'information. Donc en revanche, il est effectivement possible de se dire à quel moment on peut... On sent qu'on a besoin d'aide. Qu'on peut sentir, en tout cas, il faut savoir détecter des premiers signes. Ça peut être de l'irritabilité, ça peut être une prise de poids, ça peut être parfois une tristesse très profonde ou alors une joie qui est vraiment au-dessus de ce qu'on peut vivre. Ça peut être un début d'addiction. Est-ce que c'est peut-être qu'on en a parlé notamment pendant le Covid, une addiction peut-être à l'alcool ou à d'autres types voilà. Il y a un ensemble de facteurs comme ça qui témoigne du fait qu'il y a un changement au niveau de notre santé mentale. Et donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de la santé mentale. La santé mentale, c'est d'abord un état de bien-être complet. Donc, en fait, parler de santé mentale, c'est pas forcément avoir un trouble de la santé mentale. On prend soin de sa santé mentale quand on dort la nuit. On prend soin de sa santé mentale quand on fait du sport, quand on boit de l'eau, quand on prend soin de ses relations humaines, parce que nous sommes des humains et on a besoin de relations et la qualité de nos relations a une incidence sur notre santé mentale. Donc ça, c'est aussi important de dire que quand on parle de santé mentale, ce n'est pas simplement une fois que les troubles sont installés ou que la maladie est installée. Mais moi, vous savez, oui, vas-y. Ouais, okay. D'accord, moi je voulais juste être vraiment pragmatique, de façon concrète. Blue Mind, en quoi consistent vos actions sur le terrain concernant la santé mentale? Et est-ce qu'il y a une adéquation entre vos activités et les activités de l'État? Parce que je pense que l'État aussi est un volet au niveau de la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Merci pour la question. Alors, la Blue Mind Foundation, aujourd'hui, d'abord, c'est un projet, comme j'ai dit, qui est né il y a 10 ans dans mon cœur. C'est un projet que j'ai écrit il y a 4 ans et que nous mettons en œuvre depuis à peu près 1 an avec une équipe incroyable. Donc, aujourd'hui, on a un programme signature qui s'appelle Heal by Hair, dont l'objectif, en fait, Heal by Hair, c'est le premier mouvement de coiffeuse ambassadrice en santé mentale. Soigner par les cheveux en français. Voilà, j'ai bien, merci. Guérir par le cheveu. Donc, Heal by Hair, guérir par le cheveu ou à travers les mains des coiffeuses, une coiffure à la fois. Donc, plus précisément, c'est un mouvement en fait de coiffeuses ambassadrices en santé mentale. C'est une formation qui passe à travers une formation de 3 jours qui va permettre en fait d'équiper, d'outiller les coiffeuses avec une formation de base en santé mentale et avec tous les volets en fait de la même façon qu'on a des premiers secours somatiques, physiques. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir
apprendre à la fois à observer son environnement, les personnes qui nous entourent, et notamment pour les coiffeuses, leurs clientes. Ça va leur permettre aussi d'apprendre à écouter de façon active les clientes pour savoir aussi être... Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier besoin en fait, des personnes, c'est d'abord l'écoute. Et ensuite, on va leur apprendre à orienter les clientes qui peuvent en avoir besoin vers des experts. Pourquoi le choix de Des coiffeuses spécifiquement et sur quelle base vous retenez certains profils et pas d'autres? Pourquoi les coiffeuses? Permettez-moi de répondre à la question. Non, je vois où tu veux en venir. Non, vous enchaînez la question avec le deuxième volet de ma question qui n'est Bien pas sûr. fini, l'adéquation avec l'État. Oui, bien Ok. sûr. On va finir va y avec revenir. l'adéquation avec l'État. Je vais répondre à la question. Pourquoi les coiffeuses? Non, en fait, on peut même en parler, parce que ça Ok. va être lié. C'est ça. Donc, allez-y. Parce que vraiment, c'est un endroit où les gens s'expriment. Les coiffeuses, les salons de coiffure. C'est bien Il y a- vu, C'est bien vu. effectivement. Vous me direz si j'ai raison. Les gens s'expriment, les femmes s'expriment, les hommes s'expriment. C'est un lieu d'expression. C'est un lieu aussi où on entend les choses. Parce que beaucoup d'hommes se sont dit, c'est quand tu es parti au salon là que les femmes là, ont bavardé là-bas dans des Tu as oreilles. une expérience à partager, on dirait. Écoute, c'est la santé mentale, on en parle. Alors, effectivement, nous sommes attachés à la Blue Mind Foundation à, je dirais, 3 mots. La communauté, les recherches et la data. Donc, toutes les actions qu'on mène, en particulier Heal by Hair, l'idée, ça a été de savoir comment on fait pour toucher 66 millions de femmes aujourd'hui qui souffrent de troubles de la santé mentale. Donc, on s'est dit, mais on a étudié notre environnement qu'on connaît, et on s'est dit, mais où est-ce que les femmes vont déjà? À qui est-ce qu'elles se confient déjà? Et en fait, on allait trouver les femmes là où elles sont, dans les salons de coiffure, où elles partagent déjà une bonne partie de leur quotidien et de leur intimité. Mais ça ne suffisait pas simplement de dire on a l'intuition qu'effectivement on parle dans les salons de coiffure. L'idée, ça a été de dire on a fait une étude, on a posé des questions aux femmes, parlez-vous aux coiffeuses, on a posé des questions aux coiffeuses, les femmes vous parlent-elles, êtes-vous prêtes à faire cette formation? Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi enfin à se dire c'est une réponse qui est non seulement technique, scientifique, parce que le programme a été pensé par le conseil scientifique de la Blue Mind Foundation et repose aussi sur des études de pointe, notamment en santé mentale et dans les transferts de compétences au niveau communautaire sur ces sujets-là. Et ça a aussi été de dire comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Et donc là, on va parler aussi de l'implication de l'écosystème, en fait. Donc on a besoin, en fait, pour mettre en place un programme tel que celui-là, non seulement de l'implication des politiques publiques. Il se trouve que dans le cadre de la formation que nous mettons en œuvre, on a des psychiatres qui travaillent notamment pour le programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Donc bien sûr, on a besoin d'experts et d'expertise locale. Et on a aussi besoin du secteur privé. On a besoin d'autres ONG. En fait, on a besoin d'un écosystème complet. Excusez-moi pour la question, mais Bien sûr. qu'est-ce que les coiffeuses gagnent à participer à ce programme? Au-delà d'écouter leurs clientes et d'être une première écoute maillon, bien et d'être sûr. un premier maillon de la chaîne avant peut-être d'être orientée selon le cas qui se présente à elle, mais qu'est-ce qu'elle gagne elle-même en tant que coiffeuse? Déjà, elle gagne une formation qui est offerte gratuitement. Donc cette formation est gratuite et en fait, on met en place tout un écosystème pour faciliter la participation à la formation. Elle gagne aussi, comment je dirais, Oui, parce qu'en même temps, c'est une formation, quand vous parlez, elle gagne en formation, non pas seulement pour le salon de coiffure, mais à partir de cette formation-là, elles peuvent aider les gens chez elles à la maison, ainsi de suite. bien sûr, dans Donc, leur elles gagnent une communauté. formation. C'est ça. Donc il y a la formation et puis autour de la formation, on parlait du secteur privé tout à l'heure, il y a également des encouragements sociaux. Donc avec des partenaires, avec nos partenaires, on a notamment Finel comme partenaire donc pour faciliter l'accès au microcrédit. On a un partenariat avec la CNPS pour faciliter l'inscription et notamment pour qu'elles puissent bénéficier de la prévoyance. Voilà, il y a un ensemble d'encouragements qui sont mis en Des place. motivations, des incitations, on va dire. C'est ça, des incentives comme on les appelle. Très bien. Alors, Marie-Alix, je peux vous dire 2 choses. Petite suggestion juste avant d'aller à la pub. Pour les prochaines études, je pourrais vous suggérer, pour les hommes, Heal by Tax, par le taxi, Heal by Bar, aider par le bar. Nous
Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT et sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux. Oui, à la question de Rez, oui, je fais partie de l'ONG désormais. J'ai décidé ce soir d'être l'ambassadeur de cette ONG parce que je trouve que les actions que mène cette fondation sont très louables. Rayana et Élisée ensuite. Oui, j'aimerais qu'on revienne sur une certaine réalité. On sait que prendre soin de sa santé mentale, ça reste encore quelque chose d'un peu cliché dans les mœurs, notamment en Afrique, où on connaît une certaine forme de précarité. On connaît aussi des clichés. On sait que parfois ça peut coûter cher. Et donc, on ne va pas aller voir un psychiatre pour une dépression ou juste parce que quelqu'un est triste. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens? Et qu'est-ce qui est fait pour prendre soin en fait, de la santé mentale des personnes qui se retrouvent en situation de précarité, par exemple? Parce que ça représente quand même une grande masse. Alors, c'est un constat qui est juste dans la mesure où les études montrent que les personnes qui sont les plus concernées à l'échelle globale, et donc y compris en Afrique, les personnes qui sont les plus concernées par les troubles de la santé mentale, ce sont d'abord les femmes, ensuite ce sont les jeunes, et ensuite ce sont les personnes qui vivent dans des situations défavorisées. Et donc, il suffit d'appartenir en fait à ces trois catégories au même moment pour être dans une situation de précarité, même en termes de prise en charge de la santé mentale. Alors, il faut savoir que, bien sûr, on a des thérapeutes et comment j'ai envie de dire, en fait, on a des thérapeutes. Non, on manque même, en fait, de thérapeutes. Parce que là, à nouveau, en fait, il y a une espèce de corrélation où on manque de thérapeutes, donc de ressources humaines pour prendre soin des personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a une cinquantaine de thérapeutes, et donc par thérapeute, on entend psychiatre, pour 26 millions d'habitants. Ah ouais. L'OMS recommande un thérapeute pour 5 000 habitants. Donc c'est vous dire que... Est-ce que dans les prochaines actions de la Blue Mind Foundation, en plus d'avoir cette première étape avec les coiffeuses qui écoutent, est-ce qu'il n'est pas prévu de pouvoir susciter des vocations pour pallier à ce manque de thérapeutes en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, avec peut-être des accompagnements qui sont faits aux étudiants qui sont issus des filières qui font déboucher sur des métiers de psychologue, par exemple, ou bien de psychiatre. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est pas la prochaine étape pour la Blue Mind Foundation. Mais je pense qu'Edith va nous rejoindre aussi Oui, parce que c'est tout à fait exact. C'est du recrutement, il y a déjà deux sur le plateau. Deux convertis. C'est tout à fait exact parce qu'effectivement, le second programme signature de la Blue Mind, c'est une full scholarship for African psychiatrists avec l'objectif de donner des bourses à des médecins donc, pour qu'ils puissent se spécialiser en psychiatrie. Nous travaillons actuellement notamment à trouver des partenaires pour accompagner ce projet parce qu'effectivement, on ne pourra pas offrir des soins de qualité aux personnes qui en ont besoin si on n'a pas des thérapeutes, je dirais, formés en Afrique pour pouvoir accompagner des Africains dans leur prise en charge. Et selon leur réalité. C'est bien, vous parlez d'Africains, Élisée, je reviens à vous, vous parlez d'Africains pour l'Afrique, parce qu'effectivement, il y a des réalités qui ont besoin d'être connues par nous. Voilà. Absolument. Très bien, Élisée. On a un peu plus de 100 millions d'Africains qui souffrent de santé mentale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, parmi c'est un peu plus de 100 millions, on a 66 millions de femmes De maladies mentales. Voilà, qui souffrent en fait. Voilà. De troubles. De Et troubles c'est une estimation que je pense être basse. Si je vous donne un exemple. En France, on estime que on a à peu près 20% de la population qui souffrirait de troubles de la santé mentale. Soit une personne sur 4. Wow. Donc ça signifie que dans un pays qui pourtant est, on pourrait dire, avantagé, développé socialement, donc, ça on dit est à que, 20%. voilà, donc ça dit que nous, certainement, les chiffres là sont vraiment vus à la baisse. Mais ce que je veux dire, en fait, quand on connaît, on a une idée de 100 et quelques millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux, alors qu'on sait que c'est des ressources, éventuellement des ressources humaines qui pourraient être importantes pour la société. Est-ce que vos études ont permis aujourd'hui de pouvoir donner l'impact financier du fait que ces personnes-là soient dans cette situation? Parce que je pense que ça doit agir sur la productivité de l'Afrique. Est-ce qu'on peut évaluer l'impact financier? C'est vrai que les gouvernants aujourd'hui ne misent pas suffisamment de moyens dans la prise en charge, pas parce qu'ils veulent peut-être pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas la bonne lecture des choses. Est-ce que peut-être s'ils ont une évaluation de l'impact que ça peut faire, peut-être qu'ils auront un autre regard vis-à-vis de ça? Est-ce qu'aujourd'hui vos études ont permis d'avoir cet impact-là? Alors, je pense que pour l'instant, les deux organisations qui ont sorti des chiffres sur le sujet sont l'OMS et la Banque mondiale. Bien sûr, la Banque mondiale s'intéresse de près
au coût C'est ça. pour l'économie. Donc on est aujourd'hui à 2500 milliards d'euros de pertes de productivité par an liées à la 2500 milliards d'euros. C'est ça, par an. Donc Faut ça veut faut dire soigner nos qu'avec malades, ça, c'est important. avec ça, On parle de on l'économie pourrait- mondiale. Tout à fait. Ok. Ça veut dire 2500 qu'avec ça, on milliards. pourrait éradiquer la faim dans le monde pendant au moins 10 ans, puisque Wow. l'estimation, c'est 267 milliards pour éradiquer la faim dans le monde pendant un an. D'où Donc, ça veut dire l'urgence pendant- de... C'est une urgence. Mais justement, on parlait de l'impact. Moi, j'aurais plutôt parlé, moi, de... Est-ce qu'on allait trouver les causes les plus récurrentes, fréquentes, les ouais. plus fréquentes de maladies mentales ou de dépression ou bien de dysfonctionnement en Afrique? Alors, Parce que quelqu'un me dit ici, même la vie chère a commencé. oui, comme je le disais tout à l'heure, le trouble qu'on retrouve le plus, c'est la dépression, mais il y en a d'autres. Il y a les troubles, par exemple, du spectre bipolaire, donc ça va être, de façon un peu synthétique, des personnes qui vont passer par des phases de joie extrêmes, c'est-à-dire que la joie peut conduire la personne à dilapider son argent, par exemple, ou à des périodes de tristesse très très forte où on a dit, voilà. La personne n'a plus envie de sortir de la maison. Tout à fait, tout à fait. On a, oui. Le goumin, on en parle un peu? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. On peut même aussi parler des troubles de l'érection et d'autres choses. Hein. Donc, Tu parlais du effectivement, gourmand, ouais, c'est la suite de- oui, non, ça fait partie en fait. Exactement. Ça fait partie des choses qui peuvent conduire, notamment, vous parliez des hommes tout à l'heure, et c'est vrai que on a beaucoup parlé des femmes là ce soir, mais il y a également les hommes ont aussi une santé mentale puisque nous sommes tous concernés. Moi, je Les vais poser troubles une de question l'érection? pratique. Sur les troubles de l'érection? Non, pas sur le trouble Dommage. des yeux. Une question pratique. Est-ce que vous regardez la caméra, vous regardez les Ivoiriens, vous regardez le monde, est-ce qu'on guérit véritablement de troubles mentaux? Est-ce qu'on peut guérir définitivement de troubles mentaux? Alors, je ne peux pas m'exprimer sur tous les troubles mentaux. ok. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on guérit. Il y a des cas. Je suis là. Oui. Je suis bien la preuve qu'on guérit. Je suis passée, moi, par des phases de dépression, je ne peux pas les décrire ici, où avec du trauma, c'était terrible. Je vous laisse imaginer une femme enceinte au bord du chaos, vraiment psychologique. Et je suis bien là devant vous à avoir cet échange et à pouvoir... Mais c'est quoi l'instrument de mesure? Parce que dans votre cas, par exemple, ça a été suite à une tragédie, donc on ça. sait qu'il y a eu un élément déclencheur, donc on sait qu'on repère ces symptômes après l'élément déclencheur. Pour certains, c'est une accumulation de plusieurs événements. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on souffle de troubles mentaux et à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est guéri de ces troubles mentaux? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un besoin déjà de pouvoir en parler. En parler, c'est déjà, je pense, le début de la solution. Et c'est bien pour ça qu'on commence par implémenter un programme qui va pouvoir faire parler davantage des questions de santé mentale. Donc aujourd'hui, le simple fait de prendre conscience de l'importance du sommeil, ça peut paraître anodin, mais en fait, on peut parler même dans le milieu du travail. Les burn-out sont associés en fait aux troubles de la santé mentale. Et pourtant, on n'y pense pas spontanément. Donc, je pense que le premier point, c'est de se dire, la santé mentale, c'est la santé. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour prendre soin de sa santé mentale? Donc, pour rester, je dirais, dans la phase où on prévient, parce que c'est toujours mieux de prévenir. Ouais. Mieux vaut prévenir que guérir. c'est ça. Ensuite, une fois qu'un changement en fait s'installe, c'est aussi de pouvoir se dire, tiens, j'ai peut-être besoin d'en parler. C'est ça. Je veux dire, on fait bien, on va voir les dentistes une fois par an. On pourrait aussi se dire, une fois par an, je peux aussi aller rencontrer... Quand on sait que ça fait une vraie barrière d'aller rencontrer Tout à son fait. psychologue, on s'est dit à un Mais moment on donné, il y a préfère, le on regard préfère de- les oui. coachs sur les réseaux sociaux que d'aller voir un psychologue, alors que peut-être qu'il ne faut Ou un pas. psychiatre. Un psychiatre, alors je qu'il ne note faut que pas le forcément monde si perd cher, 2500 milliards d'euros. Tu as été marqué par ce Voilà. chiffre. Ouais, mais c'est énorme. Alors, la vraie question que de nombreux téléspectateurs se posent aujourd'hui, au regard de tout ce que vous nous avez partagé comme merveilleuses informations, comment on prend contact avec votre fondation pour différentes raisons? Pour toutes les raisons, on nous écrit à welcome@bluemindfoundation.org. Sinon, on va consulter notre site internet à www.bluemindfoundation.org et Point également org, faut dire point org. Point Dites point org, org, voilà. pardon. Dites point org. Point org. Voilà. Autant pour moi. Je vais donc reprendre. Je vais reprendre. welcome@bluemindfoundation.org ou alors www.bluemindfoundation.org. Merci. Maria-Alix de Peter, on a été très très heureux. Hein. Ça a été un super moment de vous avoir à notre émission, à notre compagnie.
Et on espère justement que toutes ces explications leur ont permis aux uns et aux autres, dans un premier temps, de prendre conscience qu'il est important de préserver sa santé mentale. Merci de m'avoir reçu. Ça nous fait plaisir. En tout cas, on rappelle qu'on sera tous à vos côtés donc, pour vous accompagner dans les actions de votre fondation. Chacun pour des raisons personnelles. Élysée, pour les millions d'euros. 2500 milliards d'euros. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Toutes Merci les équipes techniques, infiniment. éditoriales et tous mes amis autour de cette table se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Même Eben sur nos pages des réseaux sociaux, Eben se joint à moi pour dire à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain. André Bois s'installe juste après. Vous le retrouvez pour Immersion. Nous, c'est demain à partir de 20h15. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.